Bonjour à tous et à toutes. Je vous propose de démarrer, d'abord en vous souhaitant à tous et à toutes la bienvenue à cette conférence sur l'enjeu de la data science pour les énergies renouvelables. Donc je vais commencer en vous présentant les prestigieux interlocuteurs qu'on va avoir lors de cette conférence-là. Je vais me présenter également très rapidement. Donc Khalil Bentanfous, donc je suis le modérateur de cette conférence-là. Je suis manager dans le cabinet de conseil Wavestone qui intervient chez pas mal de clients, notamment dans le secteur de l'énergie, sur des projets d'expérimentation et d'industrialisation de cas d'usage IA et Big Data. Et je vais donc introduire mes camarades qui sont à ma droite. Je vais le faire par ordre de positionnement. Donc on a avec nous Marc Gigon qui travaille depuis 2 ans chez Microsoft, qui remplace David qui n'a pas pu se joindre à nous parce qu'il est, il est malheureusement malade, donc c'est pas le nom que vous avez à l'écran. Donc Marc travaille chez Microsoft depuis 2 ans, comme je le disais, sur la définition de la stratégie digitale pour les grands clients de l'énergie et notamment Engie. Et il accompagne notamment les clients de Microsoft dans l'intégration de la technologie de l'intelligence artificielle dans la stratégie de leur entreprise pour en faire un levier de compétitivité. Et avant d'arriver chez Microsoft, Marc a travaillé également pendant une vingtaine d'années chez Total, donc connaît très bien le secteur de l'énergie. Bonjour à tous. À la droite de Marc, donc, on a Paul Poncet. Paul Poncet, donc 15 ans d'expérience dans le secteur de l'énergie. Paul il dirige actuellement une équipe de data scientists et d'ingénieurs qui sont spécialisés dans les données au sein d'une entité d'Engie qu'on appelle Engie Digital. Donc une équipe qui invente, développe et industrialise des algorithmes dédiés aux énergies renouvelables. Paul est également donc titulaire d'un diplôme d'ingénieur de l'école de mines et d'un doctorat en mathématiques appliquées de l'école polytechnique. Et à la droite de Paul, donc on a Pierre Goutorbe qui est directeur intelligence artificielle solutions pour le secteur énergie industrie de la société Dataiku. Donc Pierre, il travaille depuis 10 ans dans le secteur de l'énergie avec des clients comme Total, comme Schlumberger notamment. Et il a par ailleurs exercé dans la recherche, le développement de logiciels et pas mal de projets en lien avec l'intelligence artificielle. Donc on peut dire que Pierre est un passionné par l'IA presque depuis toujours finalement. Et il fait partie des personnes qui sont convaincues que c'est une technologie qui peut bénéficier à la fois aux entreprises mais aussi aux personnes. Donc merci à tous pour votre Bonjour. présence. Merci. Et bonjour également. Donc en guise d'introduction, je vous propose d'instruire d'abord une question assez large. On peut la poser de la manière suivante. Finalement, que peut apporter cette technologie? Donc on parle d'IA et de data science sur finalement tous les pans, toutes les étapes de la chaîne de valeur des énergies renouvelables, du secteur des énergies renouvelables, pardon, et quels sont les exemples de cas d'usage concrets qu'on peut aujourd'hui décrire dans ce secteur-là. Tu veux que je commence? Vas-y. Bon, merci beaucoup, c'est très sympa. Je crois que le premier élément où l'IA peut apporter de la valeur dans l'économie complète des énergies renouvelables, c'est pour gagner des deals. Les énergies renouvelables, c'est un business de deal. Il faut bider auprès d'un développeur, il faut bider pour gagner un deal. Et gagner un deal, on peut utiliser aujourd'hui des moteurs d'IA, des données, pour pouvoir mieux adapter son offre, pour pouvoir affiner les éléments financiers de la réponse qu'on apportera. Donc c'est déjà le premier élément. C'est qu'est-ce que, dans la conquête de ce deal, comment on peut faire pour avoir un modèle qui sera plus performant, proposer une offre plus attractive avec de l'IA et avec du traitement de données. Et ensuite, quand on descend, on va dire, la chaîne de valeur, il y a bien entendu beaucoup de travail qui peut être fait avec de l'IA autour de l'optimisation du fonctionnement
une usine de production à ENR, on va dire, que ce soit de l'éolien ou du solaire. La captation de données, les jumeaux numériques permettent aujourd'hui d'avoir un fine-tuning de la production et de s'assurer que celle-ci est toujours au bon niveau. Je continue de descendre un petit peu, pendant encore quelques instants. Il y a des enjeux ensuite autour du lien avec les Energy Management Systems. En fait, ce qui est intéressant, et là où beaucoup de la valeur sera retirée de la capacité de monitoring et de prévision de production d'une centrale de production d'énergie verte, c'est dans son lien avec les gens qui vont faire du trading de cette énergie, parce qu'ils auront besoin, eux, de données très fines de capacité de production à très court terme, à l'heure, à moyen terme, la journée, la semaine, la saison, et à long terme, pour savoir à quel prix ils peuvent vendre cette énergie. Je rajoute un dernier point pour moi qui est absolument clé aujourd'hui, on le constate malheureusement avec les événements en Ukraine, sur la valeur de l'intelligence artificielle dans les énergies renouvelables, c'est la cybersécurité. Aujourd'hui, vous le savez, maintenant depuis, il y a eu des cas en Europe encore récents sur des énergies éoliennes. Il y a eu l'histoire du Colonial Capital aux États-Unis. On sait aujourd'hui que la cybersécurité, que les hackers vont viser les infrastructures énergétiques et hospitalières d'ailleurs, mais énergétiques aussi, dans leurs attaques contre les États. Et donc, il faut utiliser aujourd'hui des techniques performantes d'IA pour protéger ces installations contre les risques de cybersécurité. Donc voilà, pour moi, il y a vraiment toutes les étapes de la chaîne de valeur qui ont besoin de ces technologies, gagner des deals, optimiser la production, faire le lien avec les Energy Management Systems et le trading, et puis un point complet autour de la cybersécurité. Merci beaucoup, Marc. Effectivement, Marc, je peux peut-être compléter ce que vous venez de dire. Chez Engie, on n'est pas constructeur d'éoliennes ou équipementier, mais on va développer des nouveaux parcs. Alors effectivement à l'international, et donc les deals peuvent être nationaux ou internationaux. Donc il y a un sujet en phase de développement de repérage des prospects, d'estimation de la ressource, par exemple la ressource en vent ou la ressource en énergie solaire, d'optimisation du placement des installations sur le parc sur le terrain qui a été repéré. Donc est-ce qu'on va mettre 5 éoliennes, 10 éoliennes, comment on va les positionner pour plus tard optimiser la production, et de même sur des parcs solaires qui peuvent évidemment pour des parcs industriels avoir plusieurs dizaines de milliers, plusieurs centaines de milliers de panneaux. Il y a un sujet d'optimisation au niveau du placement. Et puis en phase d'exploitation-maintenance, où la vie d'un parc va être de 20, 25, 30 ans, on a tout ce sujet d'optimisation de la production. Donc en tant qu'exploitant finalement, ou en tant qu'exploitant mainteneur, comment est-ce que je peux m'assurer que mon actif va produire le maximum d'électricité pendant toute sa durée de vie, dans des bonnes conditions de sécurité pour les personnes et les installations, et comment je vais m'assurer de faire tout ça à moindre coût. Et sur tous ces éléments de chaîne de valeur, effectivement, l'intelligence artificielle, la data science, a son rôle à jouer. Chez Engie, on capte les données de toutes ces installations, donc surtout des séries temporelles finalement, et on va les transformer avec des algorithmes en valeur ajoutée. Pour donner un exemple concret, simple à expliquer, assez classique, finalement, comment je peux détecter qu'une éolienne ne s'oriente pas bien face au vent, puisqu'effectivement une éolienne, ça doit se placer face au vent pour produire le maximum d'énergie. Elle peut être désalignée. Si elle est désalignée, elle va générer de la fatigue sur ses composants mécaniques, et elle va produire moins d'électricité que ce qu'elle devrait. Donc est-ce que je peux avoir un bon algorithme qui détecte ces situations et qui les détecte sur toute une flotte qui me permet ensuite de prioriser finalement mon action corrective en phase de maintenance. Et puis après, effectivement, je ne reviens pas là-dessus, mais il y a la phase de gestion de l'électron que je vais vendre sur le marché, que je vais injecter dans le réseau, et qui a aussi tout un ensemble de cas d'usage et de problématiques où la data science est également très importante. Merci beaucoup, Paul. Pierre, des compléments à apporter de réponse? Je pense que je suis complètement d'accord avec mes collègues du panel. Je pense que de toute façon, l'IA, ce qu'on voit aujourd'hui, nous, chez Dataiku, c'est que c'est valable de toute façon pour toutes les industries. Ça permet de transformer et d'améliorer toutes les industries tout au long de la chaîne de valeur.
En particulier, quand on regarde le secteur énergétique, c'est vraiment, comme on l'écoute là depuis hier, c'est un secteur qui est en transformation. C'est un secteur qui est en train de changer, qui est en train d'évoluer avec une décentralisation de la production électrique, un réseau qui est complètement distribué, qui va être un mix à la fois d'énergie renouvelable, mais aussi d'énergie plus traditionnelle. Et donc, il faut être capable de gérer tout ça de bout en bout. Donc, ça va, comme vous l'avez dit, de l'optimisation finalement de l'installation des parcs éoliens, des parcs de panneaux solaires, en essayant d'optimiser donc le positionnement des éoliennes, les panneaux solaires, en trouvant les meilleurs endroits pour les installer et effectivement donc faire la meilleure offre possible quand on fait un bid sur des gros parcs éoliens. Mais il faut aussi penser aussi à des petits acteurs qui installent des panneaux solaires sur des maisons de citoyens et de citoyennes au jour le jour. Et on a donc, ça c'est la première partie, donc l'installation. On a ensuite toute la partie, donc effectivement maintenance, finalement construction du parc et même supply chain. Ce qu'on voit nous, c'est que nos clients utilisent l'IA pour accélérer la supply chain, prédire les coûts, réduire les transports. Et donc tout ça, ça permet d'accélérer et de réduire finalement les dépenses de construction finalement des parcs. Donc ça, c'est la partie, on va dire, installation du parc. Puis ensuite, il y a toute la partie, donc, comme ont dit mes collègues, sur la mise à disposition de l'électron sur le marché. Et donc là, les mécanismes de trading qui sont en place, de gestion de l'offre et de la demande, puisque donc, on sait qu'il va y avoir des pics de demande, il va falloir les gérer, et l'IA est là pour ça. Et ça va même jusqu'au client final, finalement, puisque ce qui va se passer dans le futur, c'est je vais avoir une voiture chez moi et je vais essayer de la charger au meilleur moment. Je vais essayer d'utiliser l'électricité la plus verte possible. Donc il va falloir que je sois conseillé par l'IA pour me dire, là c'est le bon moment de charger ma voiture. Donc ça on le voit donc, chez les clients et on peut le voir aussi peut-être dans des data centers où là les data centers vont essayer d'utiliser au meilleur moment l'électricité pour faire les calculs qui eux-mêmes peuvent être coûteux d'un point de vue électrique. Merci beaucoup. Donc, ce qu'on peut comprendre, c'est qu'effectivement, la data science et l'IA va finalement pouvoir s'appliquer sur tous les volets de la chaîne de valeur des énergies renouvelables. Donc, à la fois sur, on va dire, le lancement et la construction d'un projet, donc trouver le bon endroit pour installer les équipements et avoir l'offre finalement la plus intéressante. Il y a toute la phase également d'exploitation et maintenance, où là on va plutôt parler de maintenance prédictive, de compréhension du fonctionnement de l'équipement en fonction de la météo, etc. Et puis ce qui est un peu plus en aval de la chaîne de valeur, à savoir finalement la commercialisation de l'électricité qui est produite à travers ces différentes installations. Si on essaye maintenant ce qui va peut-être nous intéresser dans notre quotidien, alors qu'on travaille dans l'énergie ou en tant que simple consommateur d'énergie renouvelable, concrètement, au final, pour vraiment vraiment l'être humain, que ce soit un technicien de maintenance qui va intervenir sur une éolienne, que ce soit pour un conseiller client qui intervient, qui travaille chez un fournisseur d'électricité, ou même pour le consommateur final, quels sont finalement les impacts de cette technologie-là sur le quotidien quand on parle d'énergie renouvelable? Et un point important, quand même, je complète, il y a le point de la cybersécurité. Tu vas trouver que j'insiste très lourd sur ce sujet, mais effectivement, c'est vraiment un sujet qui, chez Microsoft, nous tient particulièrement à cœur. C'est un point essentiel à garder en tête dans toute cette question IA et énergie renouvelable. Alors, l'apport pour l'homme, bien sûr, l'IA, ça fonctionne pour des gens, il n'y a pas de débat sur cette question-là. Il y a bien sûr des familles de personnes qui travaillent sur le sujet. Il y a des consommateurs, nous tous, on en profite aujourd'hui. Finalement, quand on a des moteurs de recommandation qui nous donnent des offres attractives ou ciblées, eh bien, on en peut en profiter. Il y a des offres très pertinentes qui existent aux États-Unis d'effacement. C'est-à-dire qu'en fait, en tant que consommateur particulier aux États-Unis, vous pouvez souscrire à des formes d'abonnement où si vous arrêtez votre consommation énergétique de 18h à 19h,
on vous donne de l'argent en fait pour avoir réduit ou abandonné ou réduit votre consommation. Donc on peut en tant que consommateur en bénéficier. Après, bien sûr, en tant que pour les techniciens, les ingénieurs qui interviennent, on en parlait tout à l'heure, aujourd'hui c'est beaucoup plus facile pour un technicien de savoir sur quelle partie de l'équipement il va travailler, quels sont les points de vigilance qu'il doit avoir sur tel ou tel composant, parce que les moteurs de recommandation pourront lui donner des estimations de là où les choses se passeront. Et puis, étant commerçant moi-même, je suis attaché à cette question-là. En tant que, pour tous les commerçants, enfin, que ce soit des gens dans les services d'appel ou dans les centres d'appel ou des commerciaux qui vont venir rencontrer les clients, mieux connaître ses clients, mieux comprendre leurs problématiques, aujourd'hui, sont des choses qui sont rendues possibles par de l'algorithmie, par du traitement de données, et c'est des choses que l'on travaille. Je voulais dire quand même, il y a 3 points là-dedans. C'est pour rendre ces choses-là possibles, finalement. Pourquoi l'IA peut être au service de l'homme et des hommes et des femmes qui travaillent dans les énergies renouvelables? Nous, on voit 3 grands points. D'abord, il faut que ce soit utilisable par tous. La data science nous doit être, et je pense que tu auras le courage, enfin l'intérêt d'y revenir tout à l'heure, c'est un des points clés de la proposition de valeur de Dataiku, mais il faut que tout le monde puisse utiliser facilement les jeux de données qui sont mis à disposition, et c'est l'enjeu de tout ce qui est autour du low-code et du no-code. Donc il y a beaucoup de travail qui est fait aujourd'hui dans ce domaine-là. On voit que la notion de citizen developer grandit et on voit de plus en plus de gens dans les sociétés qui s'emparent de ces sujets, heureusement, et qui ont les outils pour le faire. Le deuxième point pour mettre à disposition l'IA au service des gens, c'est sur la question du décloisonnement et du collaboratif. Alors, je ne suis pas un développeur moi-même, mais en tout cas, je vois l'apport extraordinaire que peut avoir GitHub dans le partage d'informations dans les communautés de développeurs. Il se crée là des choses qui sont essentielles pour le passage à l'échelle et pour l'utilisation de ces technologies pour le plus grand nombre. Et puis enfin, le dernier point, il y a une question d'optimisation de processus métier. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir être certain que les technologies développées d'IA s'adressent de manière fine à chacun des acteurs dont on parlait tout à l'heure, du consommateur, du technicien ou du commercial, pour qu'il puisse optimiser son processus métier et s'approprier finalement les données et les processus qui vont lui permettre de progresser. Donc oui, c'est un sujet infiniment humain, l'intelligence artificielle, et c'est évidemment au service des hommes et des femmes qui l'utilisent que ça doit continuer de se développer. Oui, peut-être que effectivement, je peux compléter aussi sur ces aspects-là par des cas concrets sur les énergies renouvelables et en particulier sur des parcs industriels. Alors un exemple simple, ça va être est-ce que moi, en tant qu'exploitant, en tant que mainteneur, je peux commander ma pièce détachée en avance? Et donc là, c'est important de se remettre aussi dans les spécificités des énergies renouvelables. Un parc éolien, une éolienne dont la nacelle est, on va dire, à 100 mètres de hauteur, c'est pas du tout la même chose que d'aller réparer, d'aller resserrer un boulon dans une usine au sol avec des gens qui sont déjà sur place. Je vais devoir me déplacer avec mon harnais de sécurité, pas tout seul, je vais devoir monter à l'échelle ou prendre l'élévateur de personnes qui est dans la tour de l'éolienne pour aller faire cet acte de maintenance ou cet acte d'inspection qui va peut-être corriger un problème. Et donc là, j'ai des spécificités dont je dois tenir compte dans les solutions data science. Et c'est seulement en tenant compte de ces spécificités que je vais arriver à apporter de la valeur et à résoudre des problèmes plutôt qu'à en créer des nouveaux. Et donc ça serait créer un nouveau problème finalement que d'alerter sur un problème de composant qui en fait n'en est pas un ou pas vraiment. Ça va avoir un coût pour la personne, ça va présenter un risque de sécurité malgré tout, comme tout déplacement. Et donc ces éléments-là, je dois les prendre en compte. Voilà. Et un autre exemple, ça peut être aussi une situation où je suis exploitant mais je ne suis pas mainteneur et donc j'ai finalement un contrat de maintenance avec un tiers. Et là, la data science peut aussi m'aider finalement, pas tant à détecter tous les problèmes en temps réel, etc., mais simplement à suivre mon contrat de maintenance et à pouvoir discuter avec mon mainteneur des bonus-malus sur la base je dirais, de calculs qui eux-mêmes vont venir de l'intelligence artificielle. Pourquoi ? Parce que si je cherche à calculer mes indisponibilités d'éoliennes ou mes pertes en énergie,
Je ne peux pas le faire sur papier crayon ou dans une feuille Excel. J'ai besoin d'un algorithme pour faire ça, qui prend en compte la stochasticité du vent, qui prend en compte les aléas, et qui donc, avec un bon niveau de confiance, va me calculer mes indicateurs métiers, qui vont ensuite me faire gagner de l'argent éventuellement vis-à-vis de ma tierce partie. Donc ça, c'est des exemples très concrets sur lesquels on travaille et qui permettent de faire gagner de la valeur au groupe Engie et finalement d'aider les gens de terrain. Merci Marc, en tout cas, pour ce que tu as dit. Nous, notre croyance, c'est que l'IA, finalement, elle va aider tout le monde, finalement. Elle va vraiment permettre à tout un chacun, en fait, d'accélérer son travail au quotidien. Mais finalement, de manière assez simple et de manière assez transparente, justement, avec plutôt des approches assez simples, assez low-code, no-code, pour l'ensemble des gens qui ont les connaissances du métier. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire que finalement, si on revient sur la question de chercher des prospects et chercher des leads, on peut avoir aujourd'hui un nombre incalculable d'endroits où on pourrait aller installer des centrales solaires et des centrales éoliennes à travers le monde. La question, c'est comment je fais pour traiter le plus efficacement possible tous ces leads possibles et les optimiser. Donc ça, bien entendu, ça ne sera pas des business développeurs ne vont pas avoir les connaissances en data science profondes pour aller trouver les meilleurs algorithmes. Maintenant, avec des systèmes qui vont leur permettre d'avoir des réponses faciles et d'utiliser toute la donnée, ils vont pouvoir prendre des meilleures décisions. Donc ça peut être un exemple. Un autre exemple, si on revient par exemple sur la partie plutôt client, et donc on essaye de répondre mieux aux besoins des clients, effectivement, si on est capable de mieux comprendre les besoins du client, l'utilisation de son énergie, et je suis donc un conseiller clientèle, je vais pouvoir lui proposer un service qui est beaucoup plus spécifique à son besoin. Et c'est ce qu'on voit dans beaucoup d'autres industries. Finalement, dans l'industrie du retail, on voit que on target avec des produits vraiment très spécifiques. On peut imaginer dans le domaine de l'énergie la même chose finalement. Et tout ça, finalement, c'est donner la capacité d'exploiter la data, l'intelligence artificielle pour des gens qui ont la connaissance du métier. Et ça, c'est vraiment le point clé, parce que si on se limite finalement à une population de data scientists, qui effectivement sont très bons, qui ont des compétences, qui savent développer des modèles compliqués, on va perdre finalement la connaissance métier et la connaissance du besoin du business ou des clients. Dernière chose, je pense qu'aussi l'IA pour l'humain, et si on revient sur plutôt de la maintenance, ça peut aussi aider, comme disait Paul, à limiter aussi des problèmes de sécurité. On peut justement se dire, est-ce que je peux éventuellement détecter et anticiper des situations à risque pour mes employés? Donc pour une entreprise, être capable d'utiliser l'IA pour limiter des chutes, limiter des accidents graves et des accidents peut-être mortels, c'est génial, puisqu'au final, ça permet d'avoir des employés qui vivent mieux, qui travaillent mieux et qui n'ont pas d'accidents, et donc on diminue des risques qui, souvent dans les industries lourdes, sont assez importants. Donc je pense que ça aussi, c'est pour l'humain, c'est un point très très important, quoi. Donc voilà, c'est un peu ces points-là. C'est vraiment l'humain, je pense qu'il est au cœur de l'IA. Et sans humain dans l'IA, finalement, ça reste une boîte noire. Donc il faut que l'IA soit explicable, il faut qu'elle soit compréhensible par tous. Donc il faut donner les outils pour la rendre facilement interprétable par tout le monde et utilisable au quotidien. Juste un point aussi, je voulais mentionner, c'est sur la question pour moi, pour l'IA pour les humains, il y a la question du prix. On parle beaucoup du prix de l'énergie en ce moment, et malheureusement, il est possible que cette question-là, elle reste d'actualité pendant encore quelques mois. Enfin, on voit aujourd'hui la capacité des moteurs d'IA dans le pricing fin des produits qu'on achète. Certains d'entre nous ici sont probablement consommateurs de produits sur Amazon. Vous pouvez suivre la fluctuation des prix des produits que vous voulez acheter sur Amazon. C'est quand même très spectaculaire ce qui se passe. Mais aujourd'hui, on devrait avoir de la part de nos fournisseurs d'énergie des recommandations beaucoup plus fines et je dirais peut-être directives que celles qu'on reçoit aujourd'hui sur le prix de l'énergie. Il y a les différents tarifs de jour de nuit, les machines qu'on utilise. On voit aujourd'hui de plus en plus de recommandations nous arriver en tant que consommateurs sur le prix
de l'électricité que notre usage entraîne, je suis persuadé qu'il y a encore beaucoup de travail à faire aujourd'hui pour qu'on ait des recommandations plus précises et plus chiffrées, de pouvoir dire vraiment, chère Marc, si tu fais ça et ça comme geste, tu vas gagner tant. Et ça, on parle en ce moment-là de baisser de 1 degré là, pour soutenir l'Ukraine. C'est une chose qui est heureuse, mais il faut qu'on puisse le recevoir, nous, directement, et avoir tous les jours, finalement, une recommandation d'impact de nos gestes sur notre consommation et sur nos prix. Donc, je crois qu'il y a vraiment beaucoup de sujets très riches et d'actualités à traiter avec des technologies qui existent, des technologies d'IA qui existent aujourd'hui. Ouais, je pense que je rebondis là-dessus, là, c'est vraiment super intéressant parce que je pense tout à fait, c'est ce qu'on voit, c'est se dire, je vais être capable de dire en temps réel finalement quel est mon mix énergétique finalement, et est-ce que mon mix énergétique il est plutôt green, et donc du coup est-ce que je dois utiliser mes appareils domestiques, charger ma voiture tout simplement, puisque tout le monde va passer, les discussions c'est plutôt des voitures électriques dans le futur, donc à quel moment je dois la charger, et ça va être pour tout un tas d'usages finalement, se dire est-ce que c'est le bon moment? Et il faut qu'on arrive à avoir, pour faire ça, il faut qu'on ait une granularité très fine, donc il faut qu'on soit quasiment à la seconde prête, et qu'on dise, voilà, monsieur ou madame, vous devez charger votre véhicule là, alors que maintenant, c'est peut-être pas le bon moment. Merci beaucoup, très intéressant. Donc on voit bien que derrière cette question de l'apport pour l'humain, finalement, il y a aussi un enjeu quelque part de démocratisation de la technologie, presque de sa vulgarisation et surtout de son accessibilité au plus grand nombre. Et c'est vrai que on peut avoir tendance à se dire que c'est une discipline plutôt pour des mathématiciens ou des informaticiens, alors que finalement le bénéfice il peut être pour l'usager du quotidien avec des solutions qui sont finalement assez simples à comprendre. Donc on voit bien finalement que cette technologie, donc de ce qu'on comprend des différents échanges, c'est un vrai levier à la fois de sécurité humaine et informatique, mais aussi un levier de performance et d'optimisation de l'exploitation, l'utilisation et la construction de ces projets énergie renouvelable. Donc il y a effectivement plein d'idées qui viennent, comme ça a été suggéré par Pierre, beaucoup des data scientists et qui auraient, avec un petit mouvement à faire pour qu'elles viennent de plus en plus souvent de la part des métiers qui sont les bénéficiaires de ces cas d'usage-là, et c'est sans doute valable pour les énergies renouvelables, mais pour d'autres secteurs aussi. Ce qui amène à dire aussi que finalement, il y a ce défi de la démocratisation, et il y a aussi, alors ce qu'on entend beaucoup chez les industriels, que ce soit dans l'énergie ou ailleurs, de ce qu'on appelle l'industrialisation ou le passage à l'échelle. Aujourd'hui, beaucoup d'industriels se dotent d'outils, de processus, de plateformes pour faire de l'exploration, pour faire de l'expérimentation, pour tester, pour manipuler, pour faire manipuler à des métiers ou à des data scientists. Beaucoup d'industriels se posent des questions sur les investissements, les techniques, les bonnes pratiques pour accélérer le passage à l'échelle. On entend parler de sujets comme DataOps, etc. Mais du coup, pour spécifiquement le secteur des énergies renouvelables, quelles sont les spécificités finalement de ce secteur-là à prendre en compte pour justement favoriser l'industrialisation de toutes ces bonnes idées qui sont des vrais leviers de valeur finalement pour ce secteur? Il y a des choses qui sont spécifiques aux énergies renouvelables dans cette industrialisation, et puis il y a des choses qui sont, je vais quand même dire un point sur les choses qui sont générales, qui sont transverses aussi. Vraiment d'expérience, moi pour avoir animé en fait des réunions de décision autour du choix que devaient faire certains managers entre différentes POC qui leur étaient présentées de data science. En fait, il faut qu'il y ait un processus. C'est-à-dire qu'un manager, c'est très difficile pour lui, sur des choses qui sont encore incertaines et qui sont au début, de dire pourquoi je choisirais celui-ci plutôt que tel autre, pourquoi je ne les choisirais pas tous ou pourquoi je n'en choisirais pas aucun. Donc il faut qu'il y ait un processus. Et il faut qu'il y ait un processus qui a été, c'est des choses qui ont été inventées par nos amis de la R&D, de stage gate, ou de comité d'investissement. Il y a des gens de Ardian peut-être dans la salle. Il faut pouvoir trier, et il faut pouvoir trier avec un processus et des critères de choix. Et ça,
ça facilite la décision pour les managers et ça les permet du coup de s'engager sur quelque chose qui est précis. Parce qu'un processus, ça va leur permettre d'éliminer certains d'époque et ça va leur permettre, à contrario, de mettre des moyens sur l'étape d'après pour faire grandir le sujet qui a été identifié. Donc, un manager va éliminer certains sujets, mais du coup va renforcer les moyens pour le passage à l'échelle d'autres sujets. Et ça, voilà, ça c'est quelque chose qui marche quel que soit le sujet. Spécifiquement pour les énergies renouvelables, alors il y a la cybersécurité, bien sûr, ça, si tu le sais, c'est un peu notre cheval de bataille, mais il y a des choses, il y a des prérequis techniques qui sont effectivement importants, mais qui peuvent être pris en compte dès le départ et pour tous les cas que vous allez avoir à traiter. C'est l'intérêt en fait, de travailler avec des plateformes qui soient assez larges et puis des équipes qui ont l'expérience, c'est qu'une fois que vous avez traité ces prérequis spécifiques, vous pouvez multiplier le nombre de cas et du coup avoir certes beaucoup de cas qui s'arrêteront, ça fait partie de l'histoire, mais d'avoir aussi plus de cas qui passeront à l'échelle grâce au processus que vous aurez mis en place. Il y a des questions d'hétérogénéité de données, tu en parlais tout à l'heure Paul, on ne parle pas de la même chose si on parle d'hydro, si on parle de solaire, si on parle d'éolien, on ne parle pas de la même chose avec des générations de matériel, hein. Les turbines Vestas d'il y a 15 ans, ce n'est pas les mêmes que les turbines Vestas installées aujourd'hui, et il faut pouvoir prendre ça en compte. Il y a les questions de volume de données qu'il faut également adresser. Là, on parle de pétaoctets de données en temps réel. Si on n'a pas créé les infrastructures techniques qui permettent de gérer ça, on se retrouvera très rapidement dans un POC qui s'arrêtera une fois qu'il aura été même si les résultats d'ailleurs de ce POC sont performants. Il faut mettre en place également de la collaboration. Je parlais tout à l'heure de GitHub et de partage d'algorithmies, enfin de créer des communautés finalement de sachants, de data science autour d'une thématique donnée. C'est ce qui permettra également à ce que le test passe à l'échelle. Il y a, dans le dernier point que je voulais citer, sur cette question de passage à l'échelle, il y a des questions à anticiper également autour de la réglementation. Les réglementations d'usage des données sur les secteurs de l'énergie peuvent être très différentes d'un pays à l'autre. Une fois de plus, c'est quelque chose qui s'anticipe. Les États-Unis ne réagissent pas de la même façon que l'Europe sur ce sujet-là. C'est des choses qui se préparent, ça s'anticipe, ça se travaille. Mais une fois de plus, une fois que cette plateforme de connaissances et de prérequis est créée, à ce moment-là, on peut avoir beaucoup de cas et mettre en place des processus efficaces pour les trier, en éliminer certains et concentrer les moyens sur ceux qui donneront le plus de valeur. Merci beaucoup. Oui, Marc, je ne peux qu'abonder dans ton sens, notamment sur les processus. C'est tout à fait quelque chose qu'on a mis en place pour justement, de façon écosystémique au sein d'un groupe comme Engie, où on a des entités de recherche, on a des entités opérationnelles qui ont leurs ingénieurs R&D, qui ont leurs analystes. Donc tout un tas de gens finalement qui ont des idées, qui veulent faire des choses, qui ont une idée des priorités qui peuvent être nécessaires pour le métier. Et donc l'idée, c'est d'avoir pu les rassembler au sein d'un comité, qu'on n'avait pas appelé comité d'investissement, mais effectivement qui visait à faire ce tri des cas d'usage data science appliqués aux énergies renouvelables. Et donc c'est une expérience qui est tout à fait intéressante. Il y a également, je pense, tu l'as un petit peu évoqué, des spécificités par technologie renouvelable. Chez Engie, nous, on a des maturités différentes sur ces différentes technologies, où il y a des spécificités qu'on arrive à voir. J'ai tendance à dire que le marché du biogaz en France, et en tout cas à travers les actifs qu'on a chez Engie, on a une moins grande maturité en exploitation-maintenance parce qu'on va avoir moins de sites, on va moins bien comprendre la donnée. Il y a des processus physico-chimiques qui sont en jeu et il faut savoir donc comprendre où sont les capteurs pour faire des choses intéressantes. Et donc on sent que ça va prendre encore un certain nombre d'années. Sur des technologies comme l'éolien ou le solaire, on a tout de suite beaucoup plus de données de par les efforts qu'on a fait dans le passé. Donc on a une grande maturité sur l'acquisition, le stockage, l'utilisation de la donnée et on déploie des algorithmes et tout de suite on va être sur des passages à l'échelle avec des questions techniques de comment je déploie des dizaines d'algorithmes sur des milliers ou des dizaines de milliers d'actifs de production pour pouvoir détecter, alors pas forcément toujours en temps réel, donc ça peut être en temps réel, ça peut être en temps différé, ça peut être même beaucoup moins fréquent que ce qu'on peut imaginer, mais il y a différentes échelles de temps selon les problèmes, les types de problèmes qu'on cherche à détecter, mécanique, électrique, etc. Les constantes de temps ne sont pas les mêmes. Mais donc on va avoir ces enjeux différenciés par technologie et différenciés par type d'application qui font que le passage à l'échelle reste un vrai sujet aujourd'hui. Voilà. Et je peux compléter en disant qu'effectivement, ces enjeux de passage à l'échelle restent essentiels puisque
un bon algorithme qui dort ne sert à rien, tout simplement. Et donc, il faut effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, le porter jusqu'à son utilisation, et une utilisation qui soit à la fois, j'ai envie de dire, simple, et en même temps explicable ou transparente en tout cas. Et là, on voit ces phénomènes d'acculturation où finalement, des gens qui sont a priori pas, je dirais, connaisseurs de la donnée, viennent poser des questions et cherchent à comprendre et à savoir ce qu'il y a dans les modèles, ce qu'il y a dans les algorithmes, pour savoir finalement quelle soupe on leur sert, entre guillemets. Ils ont besoin de savoir, et c'est comme ça qu'ils peuvent adopter et qu'ils peuvent prendre les bonnes actions ensuite. Donc finalement, le passage à l'échelle est aussi humain, finalement, pour reboucler avec la question précédente. Ce qu'on déploie, il faut que ce soit adopté. Donc ça peut passer à l'échelle technique, mais ne pas être utilisé. Donc il faut aussi aller jusqu'au bout de la transformation et s'assurer que c'est utilisé par tous les utilisateurs cibles. Merci beaucoup. Moi, je suis complètement d'accord avec ce que vous venez de dire. Peut-être pour compléter, je pense que déjà, effectivement, il y a des choses qui sont génériques à toutes les industries. Et donc, dans l'IA en général, il y a cette question de comment je fais pour passer finalement de proof of concept, proof of value, on peut les appeler comme on veut, à quelque chose en production. Et ça, je pense être capable d'utiliser des techniques de MLOps, donc être capable de vraiment gérer la production de bout en bout, donc d'être capable de suivre au fur et à mesure du temps le déploiement de mes analyses de données, mes modèles, de voir s'il y a des changements dans mes modèles, s'il y a des changements de phénomènes météorologiques, utilisation, des phénomènes graves comme peut-être la guerre qui peut entraîner des changements sur les marchés. Il faut pouvoir entraîner finalement ces modèles au continu, et donc il faut être capable d'avoir des outils qui permettent de faire de la gestion de la production de la donnée et des modèles de data science. Donc ça, c'est, je pense, quelque chose de générique pour l'ensemble des acteurs qui veulent travailler sur l'IA. Un deuxième point, c'est effectivement cette question de gouvernance et de processus, finalement. Il faut être capable de suivre finalement son projet d'IA de bout en bout avec finalement des gating qui sont validés par différentes personnes, par différentes parties prenantes dans l'entreprise et même des acteurs finaux potentiellement. Et donc, il faut être capable d'avoir des outils qui vont suivre ces staging, comme tu disais, Marc, tout au long de la chaîne de développement, de la phase finalement d'idéation jusqu'à la phase de mise en production et de la suivi en production. Sinon, malheureusement, ce qui se passe, c'est parce que ce qui a été dit précédemment, c'est on a des bonnes idées, on a fait des proof of concept, c'est très intéressant, mais en fait, ça ne sert à rien. Donc, c'est dommage. Donc ça, je pense que c'est deux choses qui sont génériques finalement à l'adoption de l'IA en entreprise et donc qui s'appliquent tout à fait aux ENR. Ensuite, si on regarde plus spécifiquement aux ENR, effectivement, on a des données très hétérogènes qui sont peut-être différentes de ce qu'on a l'habitude d'utiliser dans d'autres industries. Donc des images, des données satellites, des données temporelles, des données structurées, des données non structurées. Il faut être capable de gérer cette multiplicité de données très facilement. Donc ça, c'est un point, et il faut être capable de passer à l'échelle en ayant finalement des bases, une structure de données, des structures de gestion de données qui soient performantes et qui soient scalables. Finalement, ça tombe bien parce que ce qui est intéressant dans les énergies renouvelables, c'est qu'on débute finalement. On n'est pas comme dans des énergies anciennes, on n'est pas sur les énergies fossiles qui ont 50 ans de retard sur la gestion de leurs données. On est dans des énergies qui débutent, donc on peut dès à présent, quand on va installer un parc éolien, des centrales solaires, on va pouvoir directement se dire quels vont être les bons moyens de gérer la donnée au cours du temps du développement de mon champ éolien, de mon parc solaire. Ce qui n'est pas forcément faisable avec des industries fossiles qui sont anciennes, qui ont mal géré leurs données au cours du temps. Et ça, c'est vraiment génial quelque part, puisque finalement, les ENR peuvent être entre guillemets, des digital natives par rapport à des industries plus traditionnelles. Et donc là-dessus, c'est vraiment une chance, quelque part, qu'on est en plein boom, que la data et l'IA arrivent en même temps que cet enjeu de changement climatique et d'adoption d'énergie renouvelable à l'échelle, puisqu'on va pouvoir aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite et beaucoup plus rapidement. Voilà les points un peu importants sur ces sujets. Merci beaucoup, merci à tous les trois. On arrive presque à la fin de cette conférence. On va peut-être prendre quelques questions dans la salle s'il y en a. Sinon, alors il y en a une, je pense qu'il y a un micro quelque part.
On vous entend très bien, oui. Il y a, les situations sont bien sûr très hétérogènes. Hein. Ce qui est frappant, c'est que on bute relativement. Enfin, les questions technologiques ne sont pas le principal frein au passage à l'échelle de ces cas. C'est vraiment beaucoup plus finalement une question à la fin de business case. Et notamment, c'est très vrai dans les énergies renouvelables parce qu'on peut avoir des modèles d'optimisation de fonctionnement de parcs éoliens, par exemple, de très bonne qualité, mais suivant la taille de ce parc éolien, suivant la taille d'un site donné, la performance ou le coût de mise en place de la solution ne sera pas du tout le même. Et du coup, il y a un sujet de business case, de s'assurer finalement que la solution qu'on va mettre en place dans tel ou tel endroit a une profitabilité. Si vous avez un parc éolien, vous avez 3 éoliennes qui se baladent au bout d'une butte, c'est peut-être pas la peine de s'énerver beaucoup. Si vous êtes en train de créer quelque chose où il y en a 250 et avec un enjeu de modernisation d'un certain nombre de ces éoliennes, là, l'histoire n'est pas la même. Et donc, il y a vraiment une question on utilise beaucoup ça chez Microsoft, de t-shirt size approach, d'être capable de faire du small, du medium et du large, et pour que le business case à la fin soit profitable et durable. Parce qu'il y a la question de passage à l'échelle, effectivement de faire des choses petites et puis après de les généraliser, et puis que ça dure. Et ça, c'est des choses qu'on observe quand même aujourd'hui beaucoup dans le monde des ENR et dans le monde de l'IA aujourd'hui. C'est que vous pouvez avoir un cas qui se généralise, mais au bout de 2-3 ans ou de 6 mois, les gens se disent « finalement, c'est quoi la valeur ajoutée ?» et arrêtent. Et donc, si on veut que ce soit performant dans le temps, il faut s'assurer que l'économie de ce qu'on propose est performante. Peut-être pour compléter sur une réponse un peu plus technique, puisque j'ai aussi déjà parlé d'adoption tout à l'heure. Donc effectivement, derrière l'adoption, il y a aussi la notion de business case. Sur la partie technique, alors je dirais, nous, on déploie parce que, pour donner un chiffre, on a, je pense, 30 000 ou 40 000 modèles entraînés dans notre cloud aujourd'hui, qui tournent tous les jours pour générer des prédictions et des détections d'anomalies sur nos équipements d'énergie renouvelable. Donc ça déploie. Je dirais que ça déploie notamment parce qu'on a la capacité à traiter les actifs de production comme des systèmes indépendants. Et donc techniquement, ça veut dire qu'on déploie en parallèle. Voilà. Et donc on n'a pas trop de problèmes de volumétrie finalement. On parallélise et ça fonctionne. Il faut aussi se préparer à un moment au fait qu'on va devoir raisonner de façon systémique. On n'aura plus des actifs de production indépendants. On aura une éolienne, on aura la batterie, on prendra en compte le marché et on essaiera de faire tout ça un petit peu en même temps. Là où aujourd'hui, malgré tout, tous ces sujets restent des métiers différents le long de la chaîne de valeur dont on a parlé tout à l'heure, des métiers différents chez Engie. On se parle, mais on n'a pas un système unique, commun et géré de façon systémique. Donc là, je pense qu'il y a quand même un défi devant nous par rapport à ça. Je pense sur la question de la maturité d'entreprise, c'est variable, et on le voit d'ailleurs dans toutes les industries, mais c'est très variable en fonction des acteurs, en fonction des clients. En tout cas, ce qui est intéressant, et je pense pour revenir à la deuxième question, c'est l'humain est important finalement. C'est pas la barrière technologique qui est le frein, c'est vraiment l'humain et l'engagement finalement de l'entreprise en général dans cette transformation à l'échelle de l'entreprise qui permet finalement une adoption généralisée de la data et de l'IA. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que, effectivement, il faut être profitable. Et donc, il y a des projets qu'on va sanctionner, qu'on va valider positivement et on va les faire avancer. Il y en a d'autres qu'on va refuser. Et justement, on revient à cette question de gouvernance. Mais maintenant, être capable d'embarquer tout le monde, de travailler en commun et justement, au démarrage, finalement, faire quelques petits projets sur une éolienne, sur un panneau solaire, et puis ensuite les combiner ensemble,
C'est ça qui amène de la valeur dans le temps, finalement. C'est cette capacité à réutiliser aussi des briques et à construire au fur et à mesure des briques de base qui vont permettre d'accélérer certains processus. Et au fur et à mesure, quand on additionne tous ces processus accélérés, eh ben on gagne énormément de valeur par rapport aux autres. Merci beaucoup. On peut prendre peut-être une toute dernière question. Merci. Vous parlez beaucoup d'IA. Enfin, là, l'approche que vous avez, je trouve, est très centrée producteur. Or, vous parliez tout à l'heure d'IA pour le consommateur final. Dans un réseau qui, demain, est beaucoup plus multiproducteur, petit producteur, autoproducteur, etc., comment est-ce que, du coup, les systèmes peuvent être conçus pour donner au consommateur final une vue de l'ensemble de ce qui est produit? Parce que quelque part, vous parliez des 3 éoliennes sur une butte qu'on n'équipe pas parce que c'est pas intéressant. Sauf que d'un point de vue du consommateur final, d'où que vienne l'électricité, ça peut être pertinent. Et donc du coup, est-ce qu'aujourd'hui il y a des normes ou des partenariats qui se mettent en place ou qui sont imposés par leur réglementation pour arriver à quelque part une donnée ouverte, utilisable par tous, pour tous, où aujourd'hui chacun développe un peu son système et on verra plus tard pour l'interconnectivité? Il y a aujourd'hui, alors je ne suis pas au fait de la dernière réglementation sur le sujet de l'ouverture des données sur les marchés d'énergie, mais il y a beaucoup de choses qui existent. Peut-être, Khalil, tu as peut-être 2-3 idées toi là-dessus mais il y a aujourd'hui quand même beaucoup de données qui sont maintenant ouvertes et qui sont accessibles. On le voit, il y a certaines applications qui vous donnent de la lisibilité sur la production d'énergie à certains endroits. Il me semble qu'il y a un enjeu clé, effectivement, dans ce que vous soulignez, qui est très juste. C'est un point très pertinent, ce que vous indiquez, qui est autour des réseaux. Et en fait, je veux dire, nous, on a beaucoup de travaux avec notamment nos partenaires de chez Schneider sur des systèmes de monitoring, des distribution management systems qui permettent d'avoir un monitoring de plus en plus fin de ce que tu décrivais, Paul, de la question systémique en fait de la consommation et de l'approvisionnement en énergie d'un site. Alors ça marche bien au niveau industriel, effectivement, de savoir qu'est-ce que le site est capable de produire, qu'est-ce que le site est capable de consommer, qu'est-ce que le site est capable de stocker. Mais au niveau d'une usine, c'est vrai. Au niveau d'un magasin, ça l'est de plus en plus. On est capable de le mesurer de manière de plus en plus fine. On a des cas intéressants, nous, avec Ikea, par exemple. Mais après, au niveau, bien sûr, vous avez tout à fait raison de souligner que c'est très vrai au niveau d'un consommateur également. Et ça... il y a à la fois de la technologie et de la mise à disposition de données. C'est très vrai. Vous voulez compléter peut-être ou... Moi, j'ai malheureusement pas de réponse à apporter sur cette question. Moi j'ai peut-être effectivement une réponse pour connaître un peu les entreprises de réseau. C'est vrai que les cas d'usage très destinés vers les consommateurs, ils sont plutôt en train d'être développés et industrialisés par les fournisseurs d'énergie, qui ont du coup forcément, enfin c'est leur business, du coup ils ont un tropisme très orienté client. Et c'est vrai que les entreprises de réseau, et c'est peut-être le cas aussi du coup pour les producteurs, l'IA tend à se développer un petit peu plus effectivement en ce moment sur des cas d'usage métiers en lien avec une meilleure connaissance du patrimoine, sur de l'asset management, sur quelle portion de réseau ou quel bout d'équipement je dois renouveler en priorité par rapport au risque, à la criticité du risque et à l'énergie non distribuée. Mais effectivement, il y a encore ce petit move à faire, cette petite étape à franchir, à penser également data et IA pour le consommateur, même quand on est une entreprise plutôt réseau et même quand on est un métier plutôt a priori et après à dominance technique. Je pense qu'on est arrivé au bout de l'horaire si je regarde ma montre. Donc merci à tous pour votre participation. Merci à vous pour merci beaucoup. Merci. Et si vous vous croisez, n'hésitez pas à poser des questions.